Le visage de l'employé de la sécurité sociale devint livide tandis qu'elle fixait son écran. « Monsieur Brennan », chuchota-t-elle. « D'après nos fichiers, vous êtes décédé en 1994. J'ai cru avoir mal entendu. Mon nom est Pierre Brennan et j'étais bien vivant, assis dans ce bureau administratif exigu, mes mains calleuses serrant des documents d'assurance périmés. Les néons bourdonnaient, projetant des ombres crues sur les murs écaillés. « C'est impossible », dis-je. « J'utilise ce numéro de sécurité sociale depuis mon premier emploi à 18 ans. » L'employé tapa autre chose. Son expression passa de la confusion à la peur. Elle attrapa son téléphone de ses doigts tremblants. J'avais 33 ans, récemment licencié de la Syrie, avec mes derniers 47 € en poche. Et apparemment, je n'existais pas. Ou pire, j'existais en tant que quelqu'un qui était mort depuis presque 40 ans. Derrière moi, je sentais le fantôme de mon beau-père, Roy Hatcher, qui m'avait jeté dehors 15 ans auparavant. Ces mots résonnaient encore. « Tu n'es pas de mon sang. Jamais été. Jamais seras. » Roy avait épousé ma mère Diane quand j'avais 8 ans, 2 ans après la mort de mon père Thomas Brennan dans un accident de camion. Dès le premier jour, Roy avait fait comprendre que j'étais juste un bagage. Sa fille Mélodie recevait tout. Vêtements neufs, jouets, fêtes d'anniversaire. Moi, j'avais les friperies et le silence. Le matin de mes 18 ans, mes sacs étaient en fait près de la porte. « Tu es un homme maintenant », avait dit Roy. « Ce n'est plus ma responsabilité. » Ma mère n'avait pas dit un mot. Seule Mélodie, 12 ans, pleurait à sa fenêtre. Pendant 15 ans, j'avais construit ma vie à partir de rien. Chantier, entrepôt, scierie. Jamais demandé d'aide. Jamais accepté la charité. J'avais ma fierté et mon salaire, et c'était suffisant. Jusqu'à la fermeture de la scierie. Jusqu'à l'accident du travail et les factures médicales qui ont tout dévoré. Jusqu'à ce bureau où j'avalais ma fierté pour la première fois. L'employé raccrocha et me regarda avec ce mélange d'horreur et de pitié. « Monsieur Brennan, je dois vous demander de rester assis. Mon supérieur arrive. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Un agent de sécurité se rapprocha. « Le numéro que vous utilisez a été signalé par Interpol en 1994. Il appartient à un enfant décédé dans un accident de camion avec son père. Mon père est mort dans un accident de camion en 1997. J'avais 6 ans. Je me souviens des funérailles. L'enfant qui est mort avait 3 ans, en 1994. Un homme en costume marine apparut. Il regarda l'écran, puis mon visage. Son calme se fissura. Dans cette fissure, je vis quelque chose de terrifiant, de la reconnaissance. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Verrouillez son dossier immédiatement. N'appelez personne d'autre. Il me regarda à nouveau. « Monsieur Brennan, ou qui que vous soyez, vous devez vous préparer. Tout ce que vous pensez savoir sur votre vie est sur le point de changer. » Je restais assis, mes 47 € dans mon portefeuille, mes mains tremblantes. Être jeté dehors à 18 ans n'était rien comparé à découvrir que je n'étais peut-être le sang de personne. L'homme qui se faisait appeler Pierre Brennan était sur le point d'apprendre que son existence était construite sur la tombe de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas censé me retrouver ici. 33 ans, au chômage, mes derniers 47 € dans mon portefeuille. La salle d'attente sentait le désinfectant et le désespoir. Mes mains racontaient mon histoire, cicatrices des chantiers, callosité de l'entrepôt, coupures fraîches de la scierie. Ces mains avaient construit mon indépendance depuis que Roy m'avait jeté dehors. Diane avait épousé Roy quand j'avais 8 ans. Avant, c'était juste nous deux après la mort de mon père Thomas. Je me souviens du jour où elle m'a parlé de l'accident. Son camion avait dérapé près de Marseille, en septembre 1997. J'avais 6 ans. « On va s'en sortir, mon chéri », avait-elle murmuré aux funérailles. 2 ans plus tard, Roy, superviseur à EDF, maison avec piscine. Pour ma mère, le salut. Pour moi, un homme calculant le coût d'accepter le fils d'un autre. Roy avait une fille, Mélodie, 2 ans plus jeune. Les lignes furent vite tracées. Elle avait cours de danse, vêtements neufs, fête d'anniversaire. Moi, les dons de l'église et des gâteaux de supermarché. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut donner la priorité à la famille. Le message était clair. Je n'étais pas de la famille. Ma grand-mère Ruth essayait de rester dans ma vie. Appel du dimanche,
carte d'anniversaire, invitation à Toulouse. Roy trouvait toujours des raisons pour refuser. Le garçon a besoin de travailler, de se forger le caractère. Au lieu d'été avec Ruth, je tondais les pelouses. Roy ne prenait pas mon argent, mais s'assurait que je sache que tout était de la charité. Ton père aurait dû avoir une meilleure assurance vie. Ma mère se recroquevillait à ces mots, devenant un fantôme dans sa propre maison. Le jour de mes 18 ans, mes sacs étaient prêts. Tu es un homme maintenant. Ce n'est plus ma responsabilité. Ça ne l'a jamais vraiment été. Ma mère n'a rien dit. Mélodie a couru dehors en sanglotant. Je suis désolé, Pierre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ta faute, Mel. C'était il y a 15 ans. Depuis, j'avais travaillé, économisé, construit une vie entièrement mienne. Pas d'aide, pas de charité, jamais. Jusqu'à la fermeture de la scierie. Jusqu'à l'accident qui m'a déchiré l'épaule. Jusqu'aux factures médicales. Jusqu'ici, sur le point de découvrir que ma vie était construite sur l'identité de quelqu'un d'autre. Le bureau semblait rétrécir. Madame Vega regardait alternativement son écran et mon visage, cherchant à résoudre l'impossible. « J'ai juste besoin d'une couverture temporaire », répétai-je. « La scierie rouvre au printemps. J'aurai besoin de votre numéro de sécurité sociale, monsieur Brennan. » Je récitais les 13 chiffres mémorisés depuis mes 18 ans. 1,94 05 79 421 836. Les chiffres qui avaient défini mon existence dans chaque base de données, chaque emploi, chaque déclaration d'impôt. Ses doigts s'arrêtèrent. Elle effaça, retapa plus lentement. Son front se plissa. Elle se pencha vers l'écran, puis recula comme brûlée. « Monsieur Brennan, il y a un problème avec votre numéro. » « Quel problème ? J'utilise ce numéro depuis 15 ans. » Du texte rouge, des symboles d'avertissement sur l'écran. Ce numéro a été signalé par Interpol en 1994. Il appartient à un enfant décédé dans un accident de camion avec son père, Pierre James Brennan. Le sol bascula. Mon père est mort en 1997, j'avais 6 ans. Je me souviens des funérailles. « Monsieur, restez assis. » Elle décrocha son téléphone. « Monsieur Randolph, poste 3, urgent, numéro signalé. » L'agent de sécurité se rapprocha. Les gens sortaient là avec leur téléphone. La sueur perlait sur mon front. Bernard Randolph arriva. Grand, fin cinquantaine, présence autoritaire. Son calme se fissura en regardant l'écran. Confusion, reconnaissance, émerveillement. Mon Dieu, verrouiller son dossier. N'appeler personne. Je dois passer un appel spécifique. Que se passe-t-il ? Je n'ai rien fait de mal. Il m'étudia intensément. Est-ce le nom que vous avez toujours utilisé ? Depuis la naissance, Pierre James Brennan. Ma mère est Diane Brennan, née Hollis. Mon père était Thomas Brennan. Votre père est mort quand ? Le 15 septembre 1997, près de Marseille. Quel âge aviez-vous ? 6 ans, presque 7. Des souvenirs d'avant ? Spécifiques ? Les souvenirs étaient flous, comme du verre dépoli. Une cuisine jaune, ma mère qui chantait, le rire de mon père. Le numéro que vous utilisez appartenait à un enfant de 3 ans, mort en 1994, Pierre James Brennan et son père Thomas. 3 ans plus tôt que vous ne vous en souvenez. L'enfant avait 3 ans de moins. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Restez où vous êtes. Votre vraie mère vous cherche depuis 30 ans. Agent Patricia Morris, police judiciaire, division des enfants disparus. La salle se mit à tourner. Madame Vega parlait de protocole. Randolph téléphonait. L'agent s'était rapproché. Et moi, 33 ans, je venais de découvrir que mon identité était construite sur le nom d'un enfant mort. Je me levais, jambes instables mais voix ferme. Je n'ai rien fait de mal. Si utiliser ce numéro est un crime, je n'en savais rien. Personne ne vous accuse, dit Randolph. Rasseyez-vous. Est-ce même votre vrai nom ? Demanda Madame Vega. Pierre Brennan, le seul que j'ai connu. Parlez-moi de votre premier souvenir, pas ce qu'on vous a raconté, ce dont vous vous souvenez vraiment. Je fermai les yeux. Une cuisine jaune, tournesol sur le papier peint, ma mère chantant. Mais les détails m'échappent. Des amis d'enfance avant 6 ans ? On déménageait beaucoup, disait ma mère, après la mort de mon père. Mais votre père est mort quand vous aviez 6 ans. Pourquoi déménager avant ? L'eau glacée,
Ça n'a pas de sens. Tout pointe vers une possibilité. Vous avez été enlevé enfant et élevé sous une fausse identité. C'est dingue. Mais les pièces s'assemblaient. L'hostilité de Roy, le regard fuyant de ma mère, l'absence de photos avant 7 ans. Mon téléphone vibra. Palais de justice, 4 boulevards du Palais, 3e étage. Vos parents biologiques arrivent de Lyon. Ils vous cherchent depuis 1991. Je montrai le SMS à Randolph. La femme qui vous a élevé, Diane, où est-elle? Je ne sais pas. Mélodie a dit qu'elle et Roy ont divorcé il y a 5 ans. Maman est partie dans l'Ouest. En Bretagne. La police judiciaire l'a en garde à vue. Elle vivait sous le nom Diana Henderson. Elle a été arrêtée, recherchée pour enlèvement depuis 1991. Votre nom n'est pas Pierre. Le vrai Pierre est mort avec son père à 3 ans. Diane était sa mère. Elle a pris un autre enfant pour le remplacer. Vous. Ma mère qui me serrait trop fort. Son regard rempli de culpabilité ou de peur. Roy savait. La réalisation me frappa. C'est pour ça qu'il me détestait. Pour ça qu'il m'a jeté dehors. Elle a avoué à Roy quand vous aviez 17 ans. Elle l'a supplié d'attendre votre majorité. Il a accepté à condition que vous partiez. Alors il m'a jeté. La colère monta. Il m'a laissé croire que j'étais sans valeur pendant 15 ans. Les agents ont tout. ADN, photos, dossier complet. Votre vrai nom est Lucas Wade Palmer. Parents, Jennifer et Michel Palmer de Lyon. Enlevé d'un parking de supermarché à 6 mois. Mes parents, ils sont vivants? Très vivants. Votre mère dirige une fondation pour enfants disparus. Votre père est mécanicien retraité. Vous avez un frère, Denis, né après votre disparition. Madame Vega me tendit une photo. Une famille lors d'un événement caritatif. La femme avait mes yeux, même teinte de vert. L'homme avait ma mâchoire, ma carrure. Le jeune homme ressemblait à un miroir d'une autre vie. Ils n'ont jamais abandonné. 33 ans. Je regardais ces étrangers qui étaient mon sang, ma vraie famille. Les 47 € n'avaient plus d'importance. La sécurité sociale n'avait plus d'importance. Même la colère contre Roy. Tout ce qui comptait, quelque part à Lyon, 2 personnes prenaient point l'avion pour rencontrer le fils qu'elles n'avaient jamais cessé d'aimer. Emmenez-moi les voir. Je dois tout savoir. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence du palais de justice qui sentait le café et la vieille moquette. L'agent Patricia Morris, une femme d'une 40aine d'années aux yeux bienveillants et aux manières efficaces, étala des photographies sur la table comme si elle distribuait des cartes. Chaque image révélait un autre morceau d'une vie dont je n'avais jamais su qu'elle existait. « Votre nom est Lucas Wade Palmer », commença-t-elle en faisant glisser la première photo vers moi. Un jeune couple tenant un bébé, tous deux rayonnant devant la caméra. Les yeux verts de la femme étaient identiques aux miens, jusqu'à la petite tache dorée dans l'œil gauche. Vous êtes né le 15 mars 1991 à Lyon. Vous aviez 6 mois quand vous avez été enlevé. Je pris la photo de mes mains tremblantes. Le bébé aurait pu être n'importe quel bébé, mais la femme qui le tenait était indéniablement liée à moi. Même nez, même sourire de travers, même façon d'incliner légèrement la tête quand elle était heureuse. Le 18 septembre 1991, continua l'agent Morris en sortant un rapport de police. Votre mère, Jennifer Palmer, chargeait des courses sur le parking d'un carrefour. Une femme l'a approchée, demandant de l'aide pour des directions. Pendant que Jennifer était distraite, quelqu'un d'autre vous a pris du caddie. Le tout a pris moins de 30 secondes. Les caméras de surveillance? C'était en 1991. Les quelques caméras qu'ils avaient étaient de mauvaise qualité. Tout ce qu'on a obtenu, c'était une image granuleuse d'une femme vous portant vers un fourgon. On sait maintenant que cette femme était Diane Hollis. Elle sortit un autre document. Le vrai fils de Diane, Pierre James Brennan, est mort avec son père, Thomas, dans cet accident de camion en 1994. Mais voilà ce que vous ne savez pas. Ce n'était pas en septembre. C'était en mars. Et l'enfant avait 3 ans, pas 6. Donc tous mes souvenirs d'avoir 6 ans quand mon père est mort, fabriqués. Diane vous a probablement raconté l'histoire tant de fois que votre cerveau a créé de faux souvenirs pour correspondre. C'est plus courant qu'on ne le pense dans les cas d'enlèvement d'enfants. Les jeunes enfants
acceptent ce qu'on leur dit comme vérité et construisent leur identité autour. L'agent Maurice affichait quelque chose sur sa tablette. Une femme, fin cinquantaine, toujours belle malgré l'usure de décennies de chagrin. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait de l'espoir en eux, désespérés et brillants. Voici Jennifer Palmer aujourd'hui, votre mère, votre vraie mère. Elle n'a jamais cessé de chercher, jamais. Elle dirige la Fondation Palmer pour les enfants disparus. Ils ont aidé à retrouver plus de 200 enfants disparus au cours des 3 dernières décennies. Votre père, Michel, a pris sa retraite anticipée de son garage de mécanique pour aider à la gérer. Votre frère cadet, Denis, est né 3 ans après votre disparition. Il a 30 ans maintenant. Il travaille comme entrepreneur à Villeurbanne. Elle fit glisser vers une autre photo. Un homme d'une trentaine d'années qui me ressemblait si j'avais vécu une vie différente. Même carrure, même main, mais ses yeux portaient une aisance que les miens n'avaient jamais connue. « Ils sont tous ici ?» demandai-je. « Dans ce bâtiment ?»« Dans la pièce d'à côté. Ils ont pris l'avion dès qu'on les a appelés. Lucas, il y a autre chose que vous devez savoir. » L'agent Maurice sortit un autre document. Roy Hatcher coopère pleinement. Il nous a tout dit. Qu'est-ce qu'il savait? Quand vous aviez 17 ans, Diane s'est saoulée un soir et a tout avoué. Elle a dit à Roy que vous n'étiez pas vraiment Pierre, qu'elle vous avait pris après la mort de son fils parce qu'elle ne pouvait pas supporter le vide. Roy allait la dénoncer immédiatement, mais elle l'a supplié. Elle a dit qu'il ne vous restait qu'1 an de lycée. Elle lui a demandé de vous laisser finir, devenir légalement adulte avant que votre monde n'explose. Alors, il a accepté d'attendre, puis m'a jeté dehors à la place. Il pensait qu'il vous protégeait de la vérité. À sa manière tordue, il croyait que vous rendre indépendant était mieux que de vous laisser découvrir que toute votre vie était un mensonge alors que vous étiez encore mineur. C'est pour ça qu'il disait toujours que je n'étais pas de son sang. Il savait que je n'étais le sang de personne. Du moins, pas celui que je pensais. L'agent Maurice secoua la tête. Vous vous trompez. Vous êtes le sang de quelqu'un. Vous êtes le sang de Jennifer et Michel Palmer. Ils saignent depuis 33 ans. Ils attendent ce moment. Elle se leva, marcha vers la porte. « Êtes-vous prêt ?» Je hochai la tête, même si prêt était la dernière chose que je ressentais. La porte s'ouvrit et le temps s'arrêta. Jennifer Palmer se tenait là, figée dans l'embrasure. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé, peut-être 1,65 m, mais sa présence remplissait la pièce. Sa main couvrit sa bouche et les larmes coulèrent sur son visage. Derrière elle, Michel Palmer, grand et solide, agrippait le cadre de la porte comme s'il pourrait s'effondrer sans lui. « Mon garçon » murmura Jennifer, les mots à peine audibles. « Mon petit garçon ». Elle fit un pas en avant, puis un autre, se déplaçant comme si elle avait peur que je disparaisse si elle bougeait trop vite. Quand elle m'atteignit, sa main monta lentement, touchant mon visage comme pour s'assurer que j'étais réel. « Tu as le menton de ton grand-père » dit-elle en riant à travers ses larmes. Je me suis toujours demandé si tu grandirais pour lui ressembler. Michel avança alors, ses mouvements prudents et mesurés. « Lucas » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « On n'a jamais abandonné, pas un seul jour. »« Je ne me souviens pas de vous, » dis-je, détestant comment ça sonnait, mais devant être honnête. « Je suis désolé, mais je ne me souviens d'aucun de vous. »« Tu avais 6 mois. » dit Jennifer, sa main toujours sur mon visage. « On ne s'attend pas à ce que tu te souviennes. On voulait juste que tu rentres à la maison. » Puis elle me serra dans ses bras et quelque chose en moi qui avait été gelé pendant 33 ans commença à dégeler. Les bras de Michel nous entourèrent tous les deux et j'étais entouré de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant que Roy ne me jette dehors. Peut-être jamais. Ce n'était pas juste de l'amour, c'était l'appartenance. Une véritable appartenance de sang profond. Derrière eux, Denis apparut dans l'embrasure, restant en retrait, mais regardant avec des yeux qui reflétaient les miens. Mon frère, mon vrai frère. « On a tellement de choses à te raconter », murmura Jennifer contre mon épaule. « Tellement de temps à rattraper. Mais d'abord, bienvenue à la maison, Lucas. Bienvenue à la maison. » 3 mois plus tard, je me tenais dans ce qui avait été ma chambre de bébé à Lyon. Jennifer, ma vraie mère, l'avait gardée exactement comme elle était le jour de ma disparition.
Le berceau contenait toujours l'ours en peluche qu'elle avait acheté pour mon premier Noël. Les murs affichaient toujours la frise de l'alphabet qu'elle avait peinte elle-même pendant sa grossesse. Dans le placard étaient suspendus de minuscules vêtements qui avaient attendu 33 ans un bébé qui n'était jamais rentré à la maison. Je ne pouvais pas le changer, dit Jennifer depuis l'embrasure. Michel voulait le faire après 10 ans, mais je savais que tu reviendrais. Une mère sait. La maison Palmer n'avait rien à voir avec la maison froide et divisée de Roy. Des photos de famille couvraient chaque surface, y compris des dizaines de photos de progression d'âge de ce à quoi je pourrais ressembler à 5, 10, 15, 20 ans. Ils avaient célébré mon anniversaire chaque année avec un gâteau et une chaise vide. Denis m'a dit qu'il avait grandi en parlant à son frère disparu, partageant ses secrets avec ma photo, promettant de m'apprendre à faire du vélo quand je rentrerais à la maison. La vérité sur Diane avait été plus difficile à traiter. Elle avait été condamnée à 15 ans pour enlèvement. Pendant ses aveux, elle s'était complètement effondrée, décrivant comment elle avait perdu la raison après la mort de son fils. Elle était dans ce même supermarché, m'avait vu seule dans le caddie pendant juste un instant et avait pris une décision qui avait détruit plusieurs vies. Elle avait utilisé l'identité de son fils mort pour moi, déménagé constamment pendant les premières années pour éviter la détection, et avait fini par croire son propre mensonge si complètement qu'elle avait presque oublié que je n'étais pas vraiment Pierre. Roy avait obtenu une mise à l'épreuve pour ne pas avoir signalé le crime quand il l'avait appris. Mélodie m'avait contacté après avoir vu la couverture médiatique. Je me suis toujours demandé pourquoi papa te détestait tellement, avait-elle dit quand on s'était rencontrés pour un café. Maintenant, je comprends. Il avait peur que la vérité éclate. Peur que maman aille en prison. Peur de tout perdre. Il a choisi la solution du lâche. On construisait quelque chose comme une relation fraternelle maintenant, même si c'était compliqué par la connaissance que sa mère m'avait volée à la mienne. Les Palmer ne m'avaient pas juste donné une famille. Ils m'avaient donné un but. La fondation que Jennifer avait créée avait été sa façon de canaliser le chagrin en action. Maintenant, j'y travaillais aussi, utilisant mon histoire pour donner de l'espoir à d'autres familles. On avait retrouvé 12 enfants disparus l'année dernière. Chaque réunion guérissait quelque chose en Jennifer, et en moi aussi. Denise et moi travaillons ensemble dans la construction maintenant. Il possédait une entreprise de sous-traitance et m'avait immédiatement fait venir comme associé. 30 ans, c'est long pour être fils unique, avait-il dit mon premier jour. J'ai beaucoup de trucs de frangin en réserve. Il ne plaisantait pas. Sortie de pêche le week-end, m'apprendre à restaurer des voitures avec Michel, dîner de famille où personne ne comptait qui ait du sang, et qui ne l'est pas, parce qu'on l'est tous. Ma grand-mère, Ruth, qui pensait être ma grand-mère biologique toutes ces années, m'appelle toujours son petit-fils. Quand elle a appris la vérité, elle a conduit directement à Lyon. Je me fiche de ce que dit l'ADN, a-t-elle dit au Palmer. J'ai aimé ce garçon pendant 25 ans. Ça fait de lui le mien aussi. Les Palmer l'ont accueilli dans la famille sans hésitation. Maintenant, j'ai plus de grand-mère que je ne sais qu'en faire. Les 47 € que j'avais dans mon portefeuille ce jour-là, au bureau de la Sécurité sociale, sont encadrés sur mon bureau à la Fondation. Ils me rappellent que toucher le fond peut parfois être une rampe de lancement. La blessure à la scierie qui m'a forcé à demander de l'aide. L'argent de l'indemnisation est allé directement à la Fondation. On l'a utilisé pour mettre à jour notre logiciel de progression d'âge et embaucher un enquêteur à temps plein. Mais la plus grande révélation est venue de l'étude de mon dossier. Le supermarché où j'avais été enlevé avait fait l'objet de 3 enquêtes. Chaque fois, ils étaient à un entretien près de trouver Diane. Un client l'a vu, mais n'a pas pensé que c'était assez important pour le signaler. Un agent de sécurité a remarqué le fourgon, mais n'a pas noté la plaque d'immatriculation. Une personne aurait pu tout changer, mais ne l'a pas fait. Maintenant, quand je parle lors d'événements de la Fondation, je dis aux gens ceci. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Ce sentiment dans vos tripes que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Vous pourriez être la seule personne qui ramène quelqu'un à la maison. J'ai passé 33 ans en tant que Pierre Brennan, vivant comme le fantôme d'un garçon mort en 1994. J'ai été jeté à 18 ans par un homme qui disait que je n'étais pas de son sang, ne sachant pas que j'étais le sang de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a jamais cessé de chercher, jamais cessé d'espérer, jamais cessé de m'aimer.
Parfois, les pires moments de nos vies ne sont vraiment que des portes vers qui nous sommes censés être. Ce numéro de sécurité sociale défaillant n'a pas juste révélé mon passé. Il m'a donné un avenir, une vraie famille, un but, une vérité qui vaut plus que n'importe quel mensonge, peu importe combien de temps je l'ai vécu. Le garçon à qui on avait dit qu'il n'était le sang de personne a découvert qu'il était tout pour quelqu'un, et que ce quelqu'un attendait depuis 33 ans pour dire juste un mot. Bienvenue. Chaque histoire de perte peut devenir une histoire de découverte. Chaque mensonge que nous vivons laisse des miettes de pain vers la vérité. Parfois, il faut juste une employée administrative, un numéro signalé, et le courage de suivre ces miettes de pain jusqu'à la maison. J'étais Lucas Palmer depuis toujours. Je devais juste tout perdre en tant que Pierre Brennan pour le découvrir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.